Au comptoir du Mine, ravi en ce beau mardi matin de novembre ensoleillé, Amaury, merci d'être avec nous ce matin. Un gros dossier qui est au cœur finalement de notre préoccupation, j'allais dire sociétale, à plus d'un titre, économique, pédagogique, c'est la formation. On voit bien que sans formation, j'allais dire point de présent, point d'avenir, de surcroît dans nos beaux métiers de l'alimentation, des métiers de bouche. Autour de nous, un aéropage finalement d'organismes, le lycée Appert de Nantes, Henri Mann, la Chambre des métiers, les apprentis d'Auteuil. On va pouvoir ce matin réellement rentrer dans cette nature, alors qui nous préoccupe à plus d'un titre, je dirais positivement, parce que, comme je viens de te l'évoquer, ici au cœur du Mine, finalement, l'engagement alimentaire est à plus d'un titre, je dirais, des réflexions du quotidien. Qu'en est-il justement de ce regard sur la formation ? En fait, il y a un très très gros lien entre le Mine et la formation. Très régulièrement, on accueille les écoles sur le Mine pour montrer les métiers qu'il y a sur place. Et il y a une vraie volonté de pouvoir développer ce partenariat et d'aller même encore plus loin pour les futurs professionnels qui vont travailler dans la filière de l'hôtellerie, de la restauration, mais également sur les marchés, par exemple, où il y a un très gros travail à faire en fait pour accompagner les jeunes et les moins jeunes, ceux qui sont aussi en reconversion, vers ce très beau métier de l'agriculture, ce très beau métier de la restauration, de l'hôtellerie. On le voit, il y a des engagements même au-delà finalement de la formation du métier qui sont même plus que philosophiques. J'évoquais cette démarche sociétale. Aujourd'hui, les métiers de bouche sont engagés dans leur environnement, dans une gestion plus durable, ce qui est le cas déjà aux mines. Oui, on fait beaucoup de travail sur cette partie-là, un accompagnement sur la livraison par exemple. On voit de plus en plus les restaurants qui se font livrer, on fait un gros accompagnement sur cette partie-là, d'essayer de trouver des très beaux produits de très bonne qualité. Ça, c'est le gros travail que font les grossistes sur le Mine directement. Donc ça, c'est un vrai engagement, un vrai ADN que l'on a sur le Mine depuis des décennies. On l'a vu aussi, certains désaccords avec le centre-ville, désengager là, le circuit finalement des rebuts, entre guillemets. On peut là aussi sur abonnement utiliser je dirais la gestion des déchets du Mine. C'est pertinent là pour des restaurateurs du centre-ville aussi. C'est un engagement qu'on a pris dès le déménagement sur le Mine, c'est d'ouvrir le centre de tri pour tous les acheteurs qui viennent sur le Mine et de leur permettre de pouvoir ramener tous leurs rebuts, ramener leurs cagettes, ramener tous leurs déchets directement pour que nous, on puisse le valoriser derrière et les accompagner sur cette partie-là. Bon, je dirais s'il y a un message à faire passer, on le sait, les écoles, tu viens de l'évoquer, sont friandes en tout cas de cette je dirais, visite du Mine. Elle est matinale pour autant. Elle est à 5h30 du matin, ça dure à peu près 3 heures et ça permet vraiment de voir l'envers du décor, comment ça fonctionne, d'où viennent les produits, de pouvoir les goûter, ça c'est quelque chose qui est très important, et que chaque grossiste puisse expliquer également leur métier directement, de comment ils fonctionnent, comment ils font venir tous ces produits sur le territoire français. Eh ben on va en parler parce que je vais me tourner vers vous, messieurs, parce que je ne sais pas qui déjà a pu profiter de la visite du Mine. Messieurs, est-ce que j'ai des bons élèves ce matin, Xavier? Malheureusement, nous, depuis que le Mine a changé d'endroit, ouais. on n'est pas revenu, je pense, au niveau du lycée Appert. Tout à fait, mais c'est vrai qu'avant, c'était assez régulier et tous les ans, on avait des élèves qui venaient effectivement sur j'en profite que tu aies le micro parce que Xavier Charbonnel, toi, tu es directeur de la formation au sein du lycée Appert. J'allais dire, on le voit bien ici au cœur du Mine, il y a des spécificités, un grand, je dirais, cœur, un poumon. J'allais dire avec un petit clin d'œil, je le sais parce qu'il y a le quart d'heure vendéen, le quart d'heure angevin, pardon, côté Maine-et-Loire, mais si jamais on oublie quelque chose, il y a certainement le quart d'heure du lycée Appert. 980 mètres de long, c'est ça oui, tout à fait, oui, c'est ça. Un établissement tout en longueur, oui, c'est ça, entre l'entrée du lycée et le restaurant d'application, il y a à peu près 900 mètres. Ouais, ça avait été un choix d'origine, tu n'as pas forcément la nature. Non, un choix d'architecte, je crois, surtout, qui s'est fait plaisir. Aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu plus compliqué sur le plan énergétique, puisqu'on parle aussi beaucoup de ça, voilà. Ouais. Mais bon, on fait avec. Alors justement, j'évoquais cette longueur parce que combien d'élèves chaque année sont accueillis au sein du lycée Appert? Alors le lycée Appert, c'est donc un lycée polyvalent, donc sur les 3 grands secteurs, on a 1200 élèves à peu près, et un tiers de l'effectif, 400 élèves sur la section hôtellerie-restauration. Oui, mais cette section hôtellerie-restauration, elle couvre une zone géographique ici, de quelle nature?
Vous remontez Morbihan, Vendée. Oui, tout à fait. On est en fait le seul établissement public sur Nantes qui proposons notamment la voie technologique et le BTS Management en hôtellerie-restauration via Parcoursup, bien entendu, le mot à la mode aussi qu'on utilise toujours. Et donc effectivement, on recrute sur bien sûr le 44 et puis les départements limitrophes et effectivement sur la Bretagne et principalement sur le Morbihan. Il y a un profil des jeunes qui embrassent ces métiers de la formation. Alors on a deux profils. On a un profil d'élève sortant de troisième qui a envie tout de suite de toucher, comme on le disait à l'instant, aux produits, à la matière, et pratiquer. Donc qui va nous diriger plutôt vers le bac professionnel. Oui. Et puis on a un public on va dire un petit peu plus scolaire au départ en troisième, qui veulent découvrir ce métier, qui ont envie de découvrir ce métier, mais sans se spécialiser pour autant tout de suite vraiment, et qui vont donc du coup se lancer vers le bac technologique STHR. Ouais. On questionne un tantinet les familles, au-delà finalement de mesurer la passion, et j'ose imaginer la fierté de ces enfants, en tout cas de ces jeunes qui s'engagent sur ces voies. C'est important aussi de leur montrer qu'il y a des débouchés, qu'il y a finalement une vraie orientation, un ascenseur social autour aussi des métiers de bouche. Bien sûr, et tous les ans on le mesure d'ailleurs au moment des résultats d'examen, avec des parcours d'élèves qui sont pas forcément évidents au départ et qui sont en pleine réussite et qui se révèlent. En fait, on a des élèves qui sont un petit peu perdus en sortant de troisième et qui à travers nos métiers, et pas seulement en hôtellerie-restauration d'ailleurs, sur tous les métiers manuels, se révèlent et deviennent d'excellents professionnels. Justement, Maxime Pavreau, on revient vers toi, Xavier. Ravi, là aussi, responsable Bonjour. Communication, Henri Mann. On connaît là aussi, je dirais cette enseigne. On l'évoquait des jeunes côté lycée Appert. Henri Mann aussi, c'est des reconversions, c'est de l'inclusion. Il y a là aussi un profil différent de personnes qui viennent en formation. Oui, effectivement, c'est vrai que chez Henri Mann Formation, tous nos cursus de formation sont proposés en alternance. Oui. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques années des profils évoluer, et notamment des reconversions professionnelles qui sont de plus en plus fréquentes, et donc des personnes un petit peu plus âgées qui parfois, suite à des études qui n'ont pas été concluantes ou finalement une volonté un peu tardive de se lancer dans ce métier, et c'est vrai qu'on voit effectivement une évolution là-dessus aujourd'hui, du profil de candidats. C'est des femmes et des hommes là aussi qui ont... Oui. On évoquait cette passion, mais un vrai engagement, c'est de la reconversion, donc on sent peut-être une appétence plus marquée. Alors, c'est vrai que le profil de reconversion est souvent un profil qui va être intéressant, puisqu'il y a une vraie volonté de s'engager, de s'investir, notamment avec pas mal de projets de création d'entreprise, c'est ce que l'on remarque, puisque nous on propose effectivement des formations dans le vin, dans le bar, dans la cuisine, dans la salle, et on voit bien qu'il y a cette envie oui, effectivement, de création d'entreprise, et donc souvent des projets pro qui sont vraiment concrets, quoi. Bon, on va y revenir. Je voulais faire ce tour de comptoir. Arnaud Bichon, ravi aussi de t'accueillir, chargé de relations partenaires au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Là aussi, beaucoup de jeunes prennent cette voie royale de l'apprentissage. On va en décrypter là aussi les grands axes. En quelques mots, combien de jeunes là, chaque année bénéficient là aussi des formations diffusées par la Chambre des métiers de l'artisanat? Alors, au niveau des établissements de la Chambre des métiers de l'artisanat, donc également donc sur la Loire-Atlantique, on a 2 établissements sur Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Nazaire. On forme autour de 1200 apprenants, alors qui comprennent aussi bien les formations autour des métiers de bouche artisanales, avec les métiers de la boulangerie, les métiers de la viande, et également les métiers de la restauration. Aujourd'hui, l'établissement, la Chambre de métiers de l'artisanat, elle est régionale, donc on a des établissements sur les 5 départements, ce qui élargit le champ des possibilités de profondeur de parcours pour les différents apprenants dans nos centres de formation, avec une adaptation aux besoins et aux évolutions de compétences dans les entreprises. Alors je voulais évoquer avec vous, et on va réagir ensemble, parce que finalement cet apprentissage, on l'évoque, et je dirais là encore, équipe Hôtel Paris vient de passer. Nous étions avec des gens comme Thierry Marx, Alain Fontaine, président des maîtres restaurateurs, Thierry Marx, je vais le reciter, mais président de l'UMI, Catherine Thierard,
présidente du GHR. Là encore, cette voie royale, elle est au cœur des préoccupations parce qu'elle engage forcément des jeunes et des moins jeunes en reconversion, mais également cette démarche de tuteur. Je le sais parce que vous êtes au cœur et auprès de ces personnes-là. La pédagogie d'un côté, l'expérience de l'autre, c'est l'équation gagnante, en tout cas pour la formation. Je vais vous faire réagir les uns après les autres. Ouais, oui, elle est fondamentale et depuis 4-5 ans, avec la réforme de la formation professionnelle, on sent qu'il y a une vraie attention portée à ce rôle de maître d'apprentissage, à ce rôle de tuteur vis-à-vis de l'apprenant, parce qu'effectivement aujourd'hui l'apprenant il est jeune, mais de moins en moins. Aujourd'hui on a aussi des capacités à accueillir des profils différents, à pouvoir les intégrer dans les entreprises en fonction des besoins. Je pense que nous, un des points salutaires chez nous, dans notre région, c'est avant tout l'attractivité économique, le dynamisme économique, tout le côté développement du loisir, du tourisme sur ces métiers de bouche. On a une vraie dynamique qui fait qu'il y a beaucoup de besoins, qu'il y a des maîtres d'apprentissage qui ont un rôle important pour entretenir l'attractivité de leur métier. Parce que voilà, c'est une difficulté de séduire les jeunes et il faut les entretenir tout au long sur des parcours qui sont longs, des métiers qui sont complexes à maîtriser et donc il faut du temps pour devenir un bon employé, salarié. J'allais dire, on a un parc... Je vais le mettre finalement avec beaucoup de guillemets, mais 2000, 3000 restaurants, 10 restaurants, parce que le mot restaurant est mal défini par la profession, c'est comme ça. On va du snacking en passant finalement par de la restauration collective, il ne faut pas l'oublier, donc le spectre est quand même très très large. Là, on a des jeunes, effectivement, la Chambre des métiers, on le verra également pour le lycée Appert, ils ont déjà un profil, je dirais, d'exercice, parce que des fois, je sais qu'on peut trouver un restaurant ou une entreprise non pas par choix, mais par dépit, en tout cas, ou par nécessité. Alors, le mariage, on parle souvent de mariage dans les formations par apprentissage. Effectivement, le plus important, c'est qu'il ait lieu. Après, c'est en fonction des profils, en fonction des périodes, on est encore sur des années sur lesquelles on parle de campagne d'apprentissage et qui a des volumes importants avec les jeunes et il y a de nombreuses actions d'orientation, de découverte métier qui sont essentielles, qui permettent à des jeunes d'avoir des projets. Le mariage avec l'entreprise en fonction de l'entrée, en fonction du profil du candidat, il doit se faire. Ce qui est important et notre rôle à nous, c'est aussi de veiller à ce que quand il y a des petits grains de sable dans la relation entreprise-apprenant, à ce que l'on en parle, à ce que l'on communique pour essayer soit de les dissoudre, soit de trouver d'autres opportunités pour conserver le profil dans le secteur. Arnaud, oui, merci pour cette précision. Juste avant qu'on accueille Laurent qui est arrivé, monsieur Laurent Martin, je voulais évoquer, est-ce que la RSE, justement, on l'a vu, elle a évolué dans tous les métiers et spécifiquement aussi dans les petites structures en restauration, a donné là aussi, je dirais, un regain d'intérêt. Il y a de cela quelques longues décennies, on voyait bien que l'apprenti, c'était l'arpette et Dieu que ça travaillait dur dans des cuisines. On a bien vu qu'aujourd'hui, tout ceci s'est bien assagi, est bien encadré. Ça donne aussi peut-être un autre profil du métier. Alors oui, ça évolue. On a des chefs d'entreprise qui ont compris la nécessité de faire évoluer leur regard. On a une société qui est très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, sur laquelle il y a beaucoup de communication et tout se sait. Donc effectivement, il y a une nécessité de faire évoluer les pratiques, des chefs d'entreprise qui l'ont compris dans une majorité. Tout n'est pas rose partout, mais en tout cas, il y a la nécessité et cette approche responsabilité sociale des entreprises, inclusion, accueillir des profils différents, prendre le temps, donner la chance à l'erreur. Voilà, il y a de plus en plus d'ouverture et de belles réussites et de belles histoires à raconter sur ces rencontres-là.
Laurent, je me retourne vers toi puisque Laurent Martin, responsable CFA aux apprentis d'Auteuil, merci de nous avoir rejoints. Nous étions avertis de problématiques de circulation. On évoquait en préambule les configurations. Apprentis d'Auteuil, une organisation nationale implantée ici à Bouguenais-Rozé. Je crois que la commune, on est à l'intersection. Combien de jeunes bénéficient justement là de l'opportunité du CFA des apprentis d'Auteuil? Alors nous, on a 130 apprentis. Oui. Voilà, en forme des CAP cuisine, CAP pâtissier et puis les 3 mentions complémentaires en un an. On a ouvert en 2020 avec 30 apprentis. Donc on a une évolution qui est due, qui avait une offre d'accompagnement qui n'était peut-être pas forcément sur des profils adaptés sur Nantes. Et du coup, on est en pleine progression sur l'apprentissage. Ouais. Ce sont essentiellement des jeunes qui oui, tout à fait, des jeunes de 15 ou 16 ans. Oui. Voilà. On évoquait en préambule, justement, en préparant ce comptoir, la physionomie des tuteurs, parce que on l'évoquait, Arnaud parlait d'un mariage heureux, on l'espère en tout cas, mais il est clair que ces voies de professionnalisation, l'apprentissage, nécessitent bien sûr la pédagogie de l'enseignement et l'expérience, l'expertise là aussi de l'entreprise, du haut gagnant. Il y a là aussi une sélection particulière, comment on appréhende justement ce milieu des tuteurs? Alors une sélection, non, même si on a quelques chefs d'entreprise ou lesquels on ne veut plus mettre d'apprentis. Mais en règle générale, voilà, on a un partenariat avec les entreprises qui est important. On fait beaucoup de visites d'entreprise chez les artisans. On est en constante évolution sur différentes plateformes. Maintenant, les référentiels ouvrent dans différents secteurs d'activité, que ce soit la grande et moyenne distribution, les traiteurs, l'hôtellerie-restauration, etc. Donc ça ouvre encore plus de portes. Et effectivement, l'apprentissage est une grande croissance depuis ces dernières années. Donc je dirais que c'est plus dans l'autre sens que les apprentis ont plus du mal à trouver des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui ont 80, 100 CV pour des demandes de CAP. Donc là, la difficulté, elle va plus être là après pour trouver des entreprises, en fait, surtout après une rupture de contrat. Bah justement, Xavier, au sein du lycée Appert, on parlait de la RSE avec Arnaud à l'instant. On voit bien que ce monde de l'alimentation, je vais être peut-être plus philosophique, a totalement changé. Ici et là, on se documente avec des points de restauration qui seraient de 7 par jour à 8, au lieu des 3 ou 4 historiques, si j'ai inclus le goûter. Ça a changé, là aussi, le regard qu'on pouvait avoir en tant que formateur sur, je dirais, la mise en mesure de notre alimentation. On voit bien que le beurre blanc ou la bouchée à la reine, je vais faire un exemple un petit peu de notre tradition, ça doit moins s'apprendre en cours aujourd'hui. Alors, oui, c'est vrai. Alors, il y a quand même les passages obligés, il y a quand même les techniques de base. Effectivement, quand on parle du beurre blanc, bon, voilà, c'est en plus c'est ancré dans le patrimoine, dans le terroir nantais, donc on peut pas l'oublier. Mais oui, c'est vrai. Quand on regarde les sujets d'examen, les référentiels, voilà, on est beaucoup aujourd'hui, par exemple, dans les recettes revisitées, dans les classiques revisités, où on a quand même la base et les produits de base, mais avec une présentation qui est différente. Et ça, effectivement, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on peut trouver chez les restaurateurs aujourd'hui et dans les établissements, et à Nicolas Appert en particulier. Voilà, on essaye aussi, parce qu'il faut aussi qu'on attire notre clientèle et qu'on puisse se renouveler. Vous êtes précieux parce que vous êtes au cœur de cette documentation. Justement, quand on accueille ces jeunes et leurs familles, j'ose espérer, on les questionne, bien évidemment. Est-ce que, justement, sur leur regard, sur la cuisine, au sens global, qu'est-ce qui leur ressort? Ils ont là, justement, ils partagent ces idées de tendance, aujourd'hui d'une cuisine plus libre, plus inventive, plus libérée, vais-je dire, ou d'aucunes seraient là aussi sur les carcan heureux d'une tradition, d'une recette valorisée et respectée au grammage? Alors, la tradition, il y a toujours dans nos établissements, en plus à Nicolas Appert, on a une clientèle quand même aussi de seniors, on va dire, qui sont encore attachés à ces recettes d'antan. Voilà, mais c'est vrai que bon, on a beaucoup aussi de clients qui aujourd'hui recherchent aussi dans nos établissements, comme chez les restaurateurs, une créativité. Et puis alors ce qui est pas nouveau, parce que ça fait quand même déjà quelques années, c'est qu'il y a un retour énorme
aux produits du terroir, aux produits locaux, aux produits de saison. Ouais. Bon, c'est notre rôle aussi en tant que formateur, évidemment, de sensibiliser les jeunes à ça. Hein. C'est notre première mission d'ailleurs, et c'est en lien justement aussi avec les produits du mine, évidemment. Mais il y a ce retour aussi, là, très très fort là-dessus. Voilà, savoir ce que l'on a dans l'assiette, ce que l'on mange. Ça va être notre sujet. Xavier, justement, je continue quand même sur cette approche, en tout cas, parce qu'on l'a vu en reconversion, lorsqu'on a un peu plus d'âge, forcément, le dossier expérience est plus lourd et plus important. Il y a là aussi, je dirais, un parallèle à faire entre des jeunes 14-15 ans qui s'engagent dans la profession et des reconversions avec des parcours différents et inévitablement plus riches, plus documentés. Alors, je suis désolé. C'est l'idée de ces personnes qui se mettent dans la restauration. Oui. Quelles sont leurs volontés, leurs regards, justement? Alors, effectivement... Parce qu'un enfant, on va dire, voilà, on va le formater, mais quand on est un adulte, on l'a déjà. Souvent, effectivement, alors, comme expliqué tout à l'heure, j'ai constaté que beaucoup se lançaient dans la restauration parce que parfois, ils ont suivi un cursus finalement classique pour faire un bac, voilà, parce que peut-être la famille souhaitait plutôt qui s'engagent dans un secteur. Il y a une époque où clairement se lancer dans les métiers de la restauration, c'était pas souhaité. Et finalement, qui à un moment donné ont la possibilité de le faire, de voler de leurs propres ailes, et donc s'engagent effectivement dans cette voie avec une réelle volonté et avec un projet clair, effectivement. Je te garde, mais faire sens justement de sa vie professionnelle, vous l'avez vous aussi sur ces jeunes, ils sont voilà 14-15 ans, on est encore un gamin, une gamine. Mais on se dit, voilà, on va avoir un métier, on a un avenir devant nous qui veut réagir. Et je reviendrai vers Maxime juste après. Oui, c'est sûr. C'est rassurant d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui ont un vrai projet, qui ont des vraies envies, alors après, est-ce qu'il se réalisera ou pas, mais qui se projettent déjà sur l'ouverture d'un établissement. Sur la gestion. L'idée de la télévision, parce que vous êtes vraiment tous les quatre réagissez, on l'a bien vu depuis une décennie, je dirais les livres ont été un peu rangés au profit finalement d'une surmédiatisation. Tant mieux pour finalement la pâtisserie, les chefs. Est-ce que là vous mesurez là aussi, je dirais, des étincelles qui font que d'un seul coup, bah oui, c'est un chouette métier, on est fiers de ce métier-là. Je dirais, Maxime l'évoquait avant, c'est vrai, voilà, si on s'orientait fin de 3e ou 5e, c'était qu'on était en échec scolaire. Oui, alors c'est vrai que la télévision, je pense que ça s'est un peu essoufflé. Ça a été effectivement pendant des années, on avait des jeunes qui arrivaient dans les établissements en disant, voilà, on veut reproduire ce qu'on a vu à la télévision. Alors quelquefois c'était même, avec quelques réserves parce que on monte sur le bon côté à l'écran et pas tout ce qui est autour d'un poste de cuisine par exemple et sur l'entretien d'un poste de cuisine. Et donc ça s'est un petit peu essoufflé là-dessus. Bon, il y a autour des références sur des jeunes qui suivent ces émissions, mais j'allais dire ça va au-delà de ça. Après, notre travail, nous, et en l'occurrence moi, en tant qu'ancien prof de restaurant, c'est aussi de pouvoir mettre l'accent et les projecteurs sur le métier de la salle, qui sont beaucoup moins médiatisés. Et c'est là qu'il faut trouver un juste équilibre aussi dans l'orientation de nos élèves, notamment en fin de seconde, bac professionnel, parce qu'ils ont un choix à faire. Et c'est vrai que là, on mesure encore l'impact de la cuisine par rapport à la salle. Laurent, réaction aussi sur ce thème En fait, c'est sûr que ça s'essouffle, mais en tout cas, ça a été un sacré levier pour faire découvrir le métier de la cuisine, notamment de la pâtisserie. Parce que maintenant, un restaurant qui a un pâtissier, dans les années 80, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé mon apprentissage... Il y avait la pâtisserie du chef. C'est ça. Donc pour moi, ça a été un sacré levier pour la découverte du métier. Ça a pu permettre à plein de jeunes d'intégrer aussi l'apprentissage ou l'initial. Voilà, pour moi, ça reste du positif, même si c'est pas la réalité vraiment. Quand ils rentrent dans le métier, ils se rendent compte que c'est pas en jean et en basket avec des colliers qu'on fait. On va y revenir sur la discipline. Maxime, justement, je te récupère parce que j'allais dire cauchemar en cuisine. Je vais saluer Philippe. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Tu m'as fait manger ça. J'étais il y a peu de temps avec Frédéric, formateur au sein d'Henri Mann. 8 heures dans les brumes nantaises, dans les champs. Nous étions au frais. En limitrophe Nantes, en l'occurrence, et nous étions à étudier la vache nantaise. C'est important, là, justement, cette proximité, cette discipline
on va y venir. Voilà, il y a des produits locaux, il y a une économie circulaire. Oui. Si on est demain cuisinier, serveur, en tout cas, on est là au service des histoires, au service du goût. Bien sûr. Alors, c'est vrai que on parle effectivement de l'aspect local et notamment de travailler le plus possible avec des acteurs locaux. Alors, je vais plutôt parler un petit peu du bar, puisqu'à la base, moi, c'est plus mon domaine de prédilection, mais finalement, tout est lié. Le bar a évolué de la même manière aujourd'hui. Le bar évolue de la même façon. On voit bien effectivement dans les produits que l'on a à disposition, les distilleries qui peuvent s'ouvrir effectivement de plus en plus. Je pense par exemple au distilloir à Sucé-sur-Erdre. Et nous, on essaye vraiment d'amener nos jeunes dans ces entreprises pour qu'ils puissent rencontrer les professionnels. Et puis pour eux aussi, ça donne du sens. C'est-à-dire que voilà, ils voient les personnes derrière les produits. Et je pense que c'est extrêmement important effectivement aujourd'hui de le proposer dans nos cursus de formation. On va par exemple aussi visiter la société Giffard, la société Cointreau finalement qui est juste à côté, à Angers, et c'est très important de le faire, parce qu'ils sont demandeurs de ça et c'est intéressant pour eux. Je vais m'adresser à vous quatre là encore. On a cette chance. J'étais avec Monsieur Alain Fontaine. Il est aussi, à défaut d'être président des maîtres restaurateurs, président des bistrots et des cafés de France. Les bistrots sont rentrés au patrimoine immatériel français. Ils vont concourir pour rentrer dans le patrimoine UNESCO mondial. Là aussi, ça fait sens, cette pédagogie. On voit bien qu'on l'évoquait avec Maxime. Il y a un tissu, il y a un terroir. On est sur ce territoire. Vous imbibez là aussi, j'irais, les formations de cette préoccupation de faire vivre une agriculture, de faire vivre aussi un mine pour celles et ceux, en tout cas, qui font appel aux professionnels qui sont présents. Laurent, Xavier. Ouais, je me lance. Oui. Alors oui, c'est essentiel en fait de projeter les gens, les jeunes qui s'inscrivent dans ces parcours-là à la curiosité. C'est l'éveil à la curiosité. C'est fondamental et effectivement les professionnels ont un rôle fondamental dans cette curiosité. Qu'est-ce qui pour eux qui évoluent depuis un certain nombre d'années dans le secteur fait la différence, inscrit leur passion parce qu'on est dans des métiers passion sur ces profils-là. Qu'est-ce qui fait que on aime travailler sur des temps différents des gens habituels qui nécessitent beaucoup d'implication, d'engagement. Je pense que de pouvoir avoir une reconnaissance extérieure sur son métier, ça permet de projeter les gens beaucoup plus facilement. Oui, parce que vous qui êtes des hommes et femmes, bien évidemment pour toutes vos équipes de techniques, puisque vous allez me corriger, messieurs les formateurs, mais des techniques de cuisson de viande, je crois qu'il y en a 14 ou 15, et de poisson tout autant, 16 ou 17 de mémoire dans les livres, en tout cas, de cuisine. On voit bien que là aussi, cette appétence à la technicité, elle est en corrélation avec la qualité des produits, parce que j'évoquais la vache nantaise à l'instant, voilà, il y a l'amour du produit, le respect, l'engagement. On crée quand même dans l'esprit de ces jeunes en formation plus qu'une histoire, on a une pédagogie, on a un avenir. Ah, moi, je vais laisser quelqu'un de plus expert que moi Laurent. sur le sujet répondre. Oui, Laurent. Non, effectivement, il est tellement important au vu du niveau de culture qu'on part de zéro avec les jeunes. C'est vraiment de zéro, on part de zéro. Ils savent pas ce que c'est qu'une vraie carotte en fait. Donc il est important de les emmener aux mines, il est important de les emmener à la vache nantaise, il est important de les emmener à Micropousse, les emmener dans plein d'entreprises différentes. Il est important de travailler avec des producteurs locaux, parce que d'abord ça leur fait découvrir vraiment le produit. L'assiette, c'est quand même le produit, c'est pas tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment le produit qui est important, la qualité du produit pour avoir un bon produit fini. Et puis c'est des futurs partenaires, c'est des futurs clients pour nos fournisseurs. Donc les fournisseurs sont toujours agréablement surpris de l'intérêt des jeunes. Voilà. Donc voilà, il est très très important de nourrir cette culture, parce que il n'y a pas de culture en fait. La seule culture qu'ils connaissent, c'est la grande surface. Ils savent pas, ils sont jamais allés dans un marché. Ils connaissent pas un poisson frais, enfin voilà, donc c'est très très important et ça leur permet aussi de nourrir cette passion qui va naître en fait du métier.
On l'évoquait, on avait une perte finalement, je ne vais pas dire de sens ni de valeur, mais on voit bien que les générations se suivent. La ruralité a été un peu gommée au profit finalement d'une urbanisation, voilà, c'est la société. C'est ça qui expliquerait fondamentalement, je dirais, cette perte de repères sur nos produits élémentaires. Je ne sais pas si c'est ça. On est dans une société maintenant où on est beaucoup sur les réseaux sociaux, le vite fait, le va-vite. Où on n'apprend plus à faire à manger. On voit plus de chou-fleur, on voit plus de carottes sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais enfin, voilà, c'est... Enfin, moi, je sais que quand on échange avec les jeunes, moi, je sais qu'on faisait la cuisine à la maison, et maintenant, c'est des plats tout prêts, c'est beaucoup de plats de l'agroalimentaire qui se passent à la maison. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a plus cette culture qu'on avait avant, de cuisiner avec les parents, les grands-parents, de préparer le repas du dimanche, etc. Moi, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Il aurait fallu, certains s'y étaient engagés, je vais citer notre ambassadeur Guillaume Gomez, remettre finalement des cours de cuisine dès la 6e, c'est-à-dire que initier, remettre finalement... Moi, je me souviens qu'on avait une matière qui s'appelait l'EMT, quand j'étais au collège, et je me souviens d'avoir réalisé une crème pâtissière quand j'étais petit. Donc forcément, évidemment, que ne serait-ce que la découverte du produit. Voilà. Qu'est-ce qu'un œuf, du lait, du vrai lait, voilà. Ça modifiait, je me retournerai vers Maxime après pour les plus âgés, mais ça modifiait là, votre structure, là également sur la formation, c'est-à-dire la documentation, l'information produit, ça devient finalement des modules plus marqués, plus marqueurs. Ben oui, parce que nous en fait on est parti sur un projet éducatif, le point de départ c'est une mine. Mais ensuite, on va visiter différents producteurs qui peuvent monter sur un projet, les jeunes. Donc oui, effectivement, il faut que ce soit un fil conducteur sur toute la formation. C'est important. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a le carreau des producteurs, il faut venir. Dernièrement, nous y étions. On est tous jeunes face à l'immensité et à la diversité que nous propose la nature et que ces saisons, nous étions sur des radis. Il y en a de 1000 formes, de 1000 goûts, de 1000 explosions. C'est important parce que ces métiers-là, finalement, réveillent nos sens et réveillent leur avenir. Les tuteurs, comme finalement vous, formateurs, il y a cette préoccupation de temps en temps, à l'instar, on l'évoquait là, d'être dans les champs tôt le matin, mais de profiter peut-être du mine et d'autres infrastructures pour sortir les enfants, sortir les professionnels en devenir. Mais nous, comme je le disais, bon, c'est vrai que sur le mine, on a un peu plus de difficultés à venir avec la distance. Mais par exemple, on a remis au goût du jour l'année dernière un partenariat avec un établissement de proximité qui travaille le produit. C'est l'établissement Nantes-Terre-Atlantique avec le lycée Rieffel et puis Durand-Blotreau. Et notre objectif, justement, c'est de travailler ensemble parce qu'on a des jeunes là, pour le coup, qui sont dans des formations justement de terrain et dans la production, notamment de légumes. Et c'est de créer un lien entre ces jeunes et les nôtres, et justement de raconter une histoire et d'aller les rencontrer pour effectivement découvrir les produits. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, Maxime. Nous étions justement, je parle du champ, mais il y avait de jeunes adultes en tout cas qui savaient pas ce qu'était qu'un bœuf, par exemple. Donc on a dû évoquer la castration du taureau en tout cas, l'élevage à 5 ans. Enfin, on voit bien que là aussi un veau sous la mer, ce langage du produit, qu'il soit finalement côté cocktail ou côté restaurant, il y a une nécessité. On fait 1000 choses aujourd'hui. Il y a les allergènes d'un côté. On voit bien la responsabilité là aussi sanitaire de vos jeunes en devenir. On voit bien que la richesse est dans cette alchimie des produits. Aujourd'hui, on voit bien que, alors encore une fois, je rebondis sur le bar, mais effectivement, c'est intimement lié, que les produits, déjà, on a une évolution du choix de produits qui est absolument énorme, avec des nouveaux spiritueux qui sortent quasiment toutes les semaines, à la fois des spiritueux locaux, mais aussi, effectivement, donc tous ces produits que l'on peut avoir à disposition, et ils sont en vraie demande de connaissances, puisqu'on se rend compte que souvent, effectivement, ils ne savent pas ce que c'est que du cognac, ils ne savent pas ce que c'est que du gin, on sait le consommer entre guillemets, mais quand on demande effectivement comment est-ce que c'est fabriqué, d'où ça vient, est-ce que vous pouvez me parler un peu de terroir, on est très vite limité. Donc nous on a un rôle effectivement, c'est de leur apprendre tout ça et qu'ils puissent ensuite le transmettre aux clients, puisque effectivement la finalité ce sera aussi le client, quoi. Alors je ne veux pas te faire vous des seins, je ne veux pas voir d'auréole autour je dirais de votre tête, mais est-ce qu'on
on peut mesurer les étincelles dans les yeux de ces jeunes en formation et des moins jeunes, quand d'un seul coup, ils cheminent vers la connaissance. C'est-à-dire, c'est quand même, on évoquait une carotte, c'est bête une carotte, mais savoir comment ça pousse, à quel moment on sème, à quel moment on la récolte, et pourquoi elle est croquante, pourquoi elle est ceci, pourquoi on va utiliser les fans. On voit bien qu'il y a une magie qui s'opère. On sent une transformation à un moment, là, messieurs. Je vous laisse, qui veut réagir? Alors oui, alors après ça va dépendre aussi du milieu dans lequel les jeunes vont évoluer, parce qu'on est effectivement nous formateurs, voilà, on est là pour ça, mais il y a aussi le champ de l'entreprise. Le champ de l'entreprise, effectivement, puis leur milieu aussi familial, voilà, parce que voilà, ils n'ont pas tous la même chance non plus de pouvoir accéder aussi aux produits. Certains, on le voit bien, en fonction, vont aller au marché avec leurs parents, voilà, et le dimanche, mais ils sont pas nombreuses. Et puis il y a beaucoup effectivement qui découvrent les produits. Et après, moi je dirais qu'il y a aussi un élément qui est important et que l'on voit, c'est sur l'évolution par rapport aux différents niveaux et notamment par rapport à la maturité des jeunes. C'est-à-dire que quand ils arrivent, effectivement, bon, ils ont plein de choses à découvrir et ils n'ont pas de repères, et au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils grandissent, les premières expériences en entreprise, les premiers stages ou les premiers contacts avec l'entreprise quand ils sont apprentis, voilà, et c'est ça qui les fait avancer, et on les voit mûrir au fur et à mesure, on les voit transformer. Trimestre, on voit déjà là, ça mature, ça grandit. Ouais. Là maintenant, oui, tout à fait. Ah oui, complètement. Là, c'est vrai que le passage, par exemple, du mois d'octobre, après les vacances de la Toussaint, clairement, oui, on voit un changement, ne serait-ce que sur un changement de posture, un changement d'attitude. Voilà, ils ont une attitude plus professionnelle déjà. Ouais. C'est des jeunes parce qu'on les met en responsabilité. C'est là aussi qu'il y a un phénomène d'accélération pour eux, pour se sentir plus forts. En responsabilité, et puis aussi de créer de la confiance, parce que souvent on a des jeunes quand ils arrivent dans nos établissements, pour beaucoup, ils sont en perte de repères, ils ont quelquefois été même un peu dévalorisés, parce que le parcours scolaire n'était pas celui qui était attendu, et en fait, ils se révèlent. Ils découvrent qu'ils sont à la bonne place déjà, qu'ils ont fait le bon choix, et puis au fur et à mesure des semaines, voilà, ce qu'on leur transmet, ça les fait grandir. Dernièrement, on a eu le plaisir de parler d'inclusion au sein du lycée Appert sur l'handicap. On a eu le plaisir aussi de croiser Florent. On voit bien, je rejoins les propos de Maxime, il y a aussi cette formation en sommellerie. Dès qu'on prend certains biais, la connaissance, elle est indissociable, là encore. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à lire, à se concentrer, à se documenter. C'est des heures personnelles en plus des heures de formation. Ah ouais, c'est énorme, effectivement. Oui, là, c'est à l'infini. On n'a jamais fini, effectivement, au niveau des produits de découvrir. On a vraiment une population de jeunes qui se dissocie peut-être d'autres, parce que d'un seul coup, on parlait de cette appétence à embrasser le métier. Là, du coup, c'est plus qu'une révélation, et il s'y emploie à corps et âme. Ah oui, si on parle de la sommellerie, par exemple. Oui, complètement. Là, on est effectivement sur, comme on le dit, sur des mentions complémentaires, sur des spécialisations, parce que le terme va changer. Donc, effectivement, c'est un vrai souhait, une vraie volonté d'aller plus loin dans un domaine, et donc, effectivement, de devenir un peu entre guillemets, des experts, oui. Je vais revenir aussi juste après, je vais vous solliciter par rapport à cette économie, mais on a pu bénéficier là tout dernièrement d'un moment international, c'était le Vendée Globe. Ils sont partis ce dimanche matin, et nous étions avec Alain Leboeuf, président du Conseil général, mais président du Vendée Globe, et avec Hélène Clotour, qui est présidente de France Écaille. Et s'est déroulé à l'occasion du Vendée Globe le championnat du monde d'écaillé. Un métier singulier qu'on a quasi peut-être pu perdre, et qui revient là sur le devant d'une scène, tant finalement il y a aussi cette symbiose, et on l'évoquait, on en a peu parlé ce matin, des métiers de la salle, entre cuisine et salle, l'écaillé peut-être, ce lien, ce chaînon, je dirais intéressant, et on voit bien que là encore tout le monde a envie de prendre plaisir au restaurant, tout le monde a envie finalement de s'octroyer un moment singulier, un voyage, où le plaisir en tout cas des sens est entre guillemets exacerbé par aussi le plaisir de l'information. C'est ça qui vous documente, où on engage aussi ces jeunes et ces formateurs à marquer la provenance des produits, à valoriser le sens des métiers. C'est ça aussi, on a un partage collectif. Oui. Alors la provenance des produits, ça a toujours été, parce qu'effectivement, ça c'était
important de savoir d'où les produits venaient. Et effectivement, plus les années passaient, plus on se rend compte que les jeunes ne savent pas justement d'où viennent les produits, mais et des produits, j'allais dire, simples. Et là, justement, en possédant leur métier, il y a aussi l'idée de posséder la connaissance, d'afficher là aussi, parce que quand on est en chef, demain, on va travailler avec son responsable en salle, on va dire, voilà, j'ai fait une vache nantaise, j'ai fait un beurre blanc maison, j'ai fait mon fond de sauce. Ah bah, aujourd'hui, de toute façon, voilà, j'allais dire, je pense que la plupart des clients qui franchissent la porte d'un restaurant, avant tout, veulent savoir ce qu'ils ont dans l'assiette. J'espère. Voilà. Et d'où viennent les produits. Et effectivement, bon bah on est à ce retour au terroir et aux produits locaux qui est très marqué. Je vous laisse réagir si tant est que, sinon je voulais vous aborder sur le plan économique, Laurent, sur cette notion de métier, de service de la salle, le partage. Les jeunes l'ont, il y a des jeux de scène que vous réalisez aux apprentis d'Auteuil en disant voilà, j'ai cuisiné, attention, il va falloir servir. Alors moi je vais juste rebondir sur le Vendée Globe. Oui. Et je vais saluer Violette d'Orange, qui est notre marraine, qui est 22e à l'heure actuelle. Bravo. Voilà, on a emmené nos jeunes dimanche dernier la voir. Au départ. Et puis sur le métier des cahiers, là on a notamment... je pense qu'on va avoir des formations qui vont s'ouvrir sur des compétences spécifiques, notamment sur la pâtisserie. On a une nouvelle formation sur le tourrier maintenant, qui n'existait pas avant. Ouais, bravo. C'est un métier où il y a beaucoup de demandes là-dessus. Et ensuite, le lien avec le produit. Nous, on a mis en place de la terre à l'assiette aux apprentis d'Auteuil. Donc en fait, les jeunes vont ramasser les produits et les cuisiner avec les jardiniers. Voilà, donc ce qui fait que ça amène une valeur ajoutée. Et surtout, on a remarqué que quand ils mettent les mains dans la terre, donc on a fait des petits carrés d'herbes aromatiques, et ils sont hyper fiers que leurs herbes poussent, que c'est eux qui les ont fait pousser et qui les cuisinent. Voilà. Ça n'a pas le même goût, hein, inévitablement. Non. Alors justement, on a vu cette pédagogie, en tout cas cette volonté de s'engager, famille et jeunes, reconversion. Il y a de l'économie, on l'a entendu dernièrement, Joël Fournier d'ailleurs l'évoquait, c'était la rentrée des classes, un petit peu pessimiste sur finalement un abaissement de la partie d'aide pour ces voies royales liées finalement à l'apprentissage. Qu'en est-il? Parce qu'on voit bien qu'il y a une économie d'échelle, une pénurie de la masse salariale pour un bon nombre de professionnels. Certains ont pris voire 2 apprentis. On voit bien qu'il y a une volonté de former, mais il y a aussi une volonté de faire tourner l'entreprise. Il faut savoir là aussi peser le pour et le moins, je vais se dire. Aujourd'hui, le prix quand même d'un apprenti, c'est peu. Ça coûte peu à l'entreprise. Il faut le signaler. Ça coûte peu à l'entreprise. Pour autant, l'entreprise déploie des moyens. Parce que oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, moi, j'ai des entreprises qui me disent que financièrement, ils ne peuvent pas non plus à ce point prendre d'apprentis. Voilà. Donc, on va bien voir ce que l'avenir nous réserve. Nous aussi, les centres de formation, on a l'herbe qui commence à être coupée sous les pieds au niveau financement. Donc, ça devient compliqué, malgré qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, voilà, c'est économiquement, il y a des entreprises qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Il y a des entreprises qui ont un apprenti, il y en a qui en ont 10. Des grosses structures sur Nantes. Vincent Garlet, par exemple, pour le nommer, ont énormément d'apprentis. Donc voilà, on va bien voir. Chaque apprenti a un tuteur dissocié ou un apprenti peut avoir... plusieurs apprentis peuvent avoir le même tuteur? Plusieurs apprentis peuvent avoir le même tuteur. D'accord. Ouais. Voilà. Jusqu'à 2. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, deux maximum. Oui, voilà, avec le micro dans ce cas. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas s'engager dans la voie d'une formation dans l'entreprise. Voilà, on ne pourrait pas mettre 10 jeunes autour d'une personne. C'est pas possible, ça. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que pour la réussite d'un apprentissage, et on en parlait tout à l'heure, c'est une combinaison entre effectivement le centre de formation, la qualité de la formation qui va être apportée et le tutorat, et effectivement la façon dont le jeune va être accompagné. Un bon tuteur va pouvoir vraiment faire monter en compétences et donner l'envie aux jeunes, aux moins jeunes en tout cas, de continuer dans ce métier. À l'inverse, une entreprise qui prendra simplement un apprenti pour avoir des bras et qui l'accompagnera pas, en général ça se terminera pas très bien. Donc c'est vrai qu'il est extrêmement important aujourd'hui, nous, centre de formation, de sélectionner les entreprises avec lesquelles on travaille, et effectivement parfois je dirais le terme est un peu, mais de blacklister certaines entreprises qui ne jouent pas le jeu, quoi. Et ça c'est déterminant aujourd'hui, je pense. J'allais dire, parce qu'on évoquait
sous une certaine forme, je dirais, une démarche d'échec scolaire. C'est vrai que l'éducation nationale a pour vocation de créer des cases. On est dans un système où on note, et c'est terrible de prendre une mauvaise note et une appréciation. Pour autant, dans vos voies royales, on corrige. Et j'allais dire que là, ça fait sens, parce que oui, bien sûr qu'on fait pas forcément bien du premier coup, mais à défaut de se prendre une note, on se prend une correction au bon sens du terme, c'est-à-dire on nous explique le bon geste, on nous explique les bonnes proportions. Ça, c'est une vraie école, celle qui prend soin, celle qui accompagne, celle qui explique, plutôt que de noter l'erreur. Je dirais que c'est la pédagogie finalement. La pédagogie, c'est la montée en compétences, c'est les accompagner dans une montée en compétences. Effectivement, ils sont là pour apprendre, donc ils ont le droit à l'erreur. Notre rôle, par contre, effectivement, c'est de faire en sorte qu'ils ne répètent pas cette erreur. Bien sûr, ouais. Et qu'ils puissent, à l'issue de leur formation, avoir des compétences nécessaires pour être autonomes, je dirais, sur leur poste. En tout cas, avoir des compétences nécessaires pour évoluer. Je dis cela parce qu'il y a rémunération. Ces jeunes, en tout cas, bénéficient, je dirais, d'un salaire. Je ne sais pas si aujourd'hui l'apprentissage rentre dans les notes des caisses de retraite. Non, toujours pas. Les années d'apprentissage ne sont pas considérées comme des années de travail. Hein. Ça vous a échappé peut-être, c'est la loi. Oui. Arnaud, ça évolue. Ça évolue. Alors non, je n'irai pas dire qu'ils cotisent pour la retraite. Par contre, c'est des salariés. C'est des salariés. Voilà. Ouais. Donc ils rentrent dans le monde du travail. Donc ils font partie de l'entreprise. Par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Je pense que notre rôle, il est d'évoquer l'apprentissage comme un investissement et non comme un coût pour l'entreprise. Donc c'est avant tout un investissement. On voit bien de tout ce que l'on a dit ça demande énormément de temps, que les métiers sont complexes, que on a le droit à l'erreur quand on est jeune, que les centres de formation ils sont là pour apporter les bases, mais que derrière dans l'application c'est dans l'entreprise. Aujourd'hui, on apprend aussi dans l'entreprise. Le rôle de maître d'apprentissage, c'est avant tout de transmettre, c'est d'être pédagogue, c'est de pouvoir apporter la réforme de la formation professionnelle. Si on la lit, le premier lieu de formation, c'est l'entreprise. Le centre de formation vient apporter les éléments, les compétences qui n'ont pas été vues en entreprise. Donc c'est là aussi où on a un rôle en tant que centre de formation à aller faire le lien avec le maître d'apprentissage, à savoir ce qui est fait par l'apprenti dans l'entreprise pour pouvoir nous apporter les éléments complémentaires. Donc c'est économiquement effectivement un investissement qui va mettre du temps à devenir rentable pour une entreprise. Par contre, à nous de pouvoir apporter les éléments de langage aux entreprises, leur faire comprendre qu'un jeune qui fait mal une opération, qui rate un plat, oui, ça va coûter, mais c'est pour que demain, ils le réussissent mieux. Et c'est par l'échec que l'on arrive aussi à devenir bon. Donc, je pense qu'on a chacun collectivement à apporter ce discours auprès des entreprises et que ça facilitera les choses. On pourrait le pressentir, finalement, multiplier les expériences, pas trop quand même, mais en tout cas, les restaurants iraient peut-être dans le bénéfice, dans le profit finalement de l'acquisition de compétences. Pour autant, je dirais, oxymore, on dirait que finalement l'entreprise a envie finalement de préserver celle ou celui qu'elle a pu former. On essaye pour autant quand même d'orienter nos jeunes vers une mixité, une diversité des entreprises. Alors c'est un petit peu la société qui amène de toute façon les jeunes à aller assez facilement d'une entreprise à une autre, à aller observer avoir différentes expériences. Aujourd'hui, l'entreprise, quand elle repère un jeune qui est passionné, qui a le savoir-être, qui a les étoiles dans les yeux, dont on sait qu'ils vont faire quelque chose, effectivement, je pense que naturellement, ils ont envie de mettre tous les éléments pour le garder, pour le porter au plus haut. Après, les chefs d'entreprise ont eu ce parcours-là. Je pense que les bons chefs d'entreprise et les bons maîtres d'apprentissage savent comprendre l'intérêt d'aller voir ailleurs. Et derrière, on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui savent que
un jeune qui a commencé chez lui reviendra par son parcours et pourra venir avec tout ce qu'il aura vu ailleurs apporter à son entreprise. Donc c'est aussi des éléments que l'on voit. Je voulais terminer ce comptoir du mine avec aussi finalement ces étoiles, parce qu'il y a peu d'échecs quand même au CAP, on acquiert assez... Je dirais, parce qu'il y a cette motivation, on parlait des notes, il y a quand même des mathématiques, du français, on voit bien que des fois c'est compliqué pour certains, ils se réalisent plus dans l'entreprise, dans l'exécution de leur métier. Il faut les accompagner là encore aussi sur la rigueur et sur cette discipline, je dirais, de la théorie, parce qu'elle est fondamentale, ils s'en apercevront peut-être que plus tard, malheureusement, mais on peut pas trop les saquer entre guillemets. Pour autant, il y a encore ces notes que j'évoquais un peu volatiles quand même dans les métiers de l'apprentissage, mais qui sont quand même présentes. On essaye quand même d'harmoniser, d'accompagner là encore pour celles et ceux qui auraient le plus de difficultés. Je laisserai mes collègues répondre également. Juste des éléments. Quand on a un jeune qui, dans un parcours collège, peut être en échec scolaire sur certaines matières, mais que par la pédagogie apportée par les centres de formation, on lui fait comprendre la nécessité, l'indispensabilité de savoir compter, de savoir écrire, de savoir parler, il a de meilleures notes. Et on a brisé la spirale de l'échec scolaire. Et il y a aussi, c'est des choses qu'il faut dire, c'est des parcours que l'on voit. Maxime, ça m'intéresse aussi sur de personnes plus âgées. Je veux dire, moi je connais des gens qui ne savent ni lire ni écrire et qui exercent un superbe métier dans la restauration. C'est pas une tare finalement de l'illettrisme si on prend un paradoxe. Pour autant, il peut y avoir là aussi en reconversion des gens avec aussi des difficultés cognitives. Bien sûr. Alors là, effectivement, c'est aussi le rôle du centre de formation d'apporter un accompagnement adapté. Ouais. Et nous, c'est ce que l'on propose, effectivement, c'est d'identifier les problématiques et les difficultés de l'apprenant et ensuite de mettre en place des choses pour qu'ils puissent évoluer et valider leur diplôme. Et puis ensuite, ça leur donne accès effectivement à un emploi. Et on voit bien que, je le constate, même des personnes qui effectivement étaient en échec scolaire, en difficulté scolaire, vont parfois faire chez nous un parcours brillant et ensuite créer leur entreprise et réussir vraiment très bien, quoi. On ne l'a pas évoqué ensemble, Maxime, mais en moyenne, les gens qui viennent chez Henri Mann, c'est quoi? Ils ont 30 ans, 25 ans? Alors non, on a des profils de plus de 26 ans, mais on va dire que nous, la moyenne d'âge est entre 20 et 25 ans. Ouais. Alors depuis cette année, on a maintenant effectivement des CAP en 2 ans qui sont mineurs, donc là effectivement on est sur des parcours, des âges plus classiques, mais en tout cas, effectivement, la moyenne d'âge chez nous se situe entre 20 et 25 ans, pouvant aller de 16 pour les plus bas jusqu'à plus de 50 ans pour des reconversions parfois tardives. Je complète les propos pour Laurent et Xavier, parce que Thierry Marc, je l'évoquais, a lancé sa formation en 3 mois, parce que là aussi, sur une population immigrante, besoin de gens à la plonge, à la pluche. Est-ce que c'était finalement, sans faire de jugement de valeur, mais pertinent, puisqu'on parle de l'accompagnement. On a des gens qui ont du mal là aussi sur la langue française. Pour autant, il y a des besoins de masse salariale. On voit bien l'accompagnement est utile. Vous le maîtrisez là aussi dans vos établissements quand il y a des personnes qui restent encore sur le banc. Oui, alors effectivement, les initiatives comme Thierry Marx effectivement sont importantes. Nous, on le fait aussi au sein des établissements. L'année dernière, par exemple, on a accompagné un groupe de personnes éloignées de l'emploi, éloignées de la formation dans le cadre du Greta, justement sur une formation réceptionniste, donc qu'on a accompagné jusqu'au bout avec le Greta. Et puis dans le cadre même de nos formations au quotidien, on en parlait, donc on a notamment, ça fait partie des emplois du temps, de l'accompagnement personnalisé qui permet à nos élèves de pouvoir approfondir certaines notions dans certaines disciplines quand ils sont en difficulté. Et puis dans le cadre, moi je l'ai connu en tant qu'enseignant notamment aussi beaucoup dans le cadre des parcours plutôt CAP avec des jeunes migrants par exemple, des cours de ce qu'on appelle des cours de première langue française pour les accompagner justement parce que
l'acquisition des compétences professionnelles, c'est une chose, mais effectivement, il faut pouvoir comprendre les attentes et les consignes, effectivement, notamment quand on a un diplôme à passer. Et il faut effectivement maîtriser cette langue. Donc, il y a quand même des dispositifs et des accompagnements qui à travers l'enseignement, à travers nos formations, sont mis en place pour accompagner justement ces jeunes, alors jeunes ou moins jeunes, parce qu'effectivement, qui arrivent chez nous et qui veulent se former, mais qui sont en difficulté, ne serait-ce que sur le plan de l'acquisition de la langue. Bien sûr. Ouais. Laurent également me remarque. Je complète aussi parce que je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'inclusion. Parce qu'on voit bien que vos métiers, vos outils de formation, c'est toute la société qui en bénéficie. Je veux dire d'un minot de 14 ans, des personnes en inclusion sur l'handicap, des personnes liées à l'immigration, des reconversions pour faire du sens. On a une capacité, un système là, en tout cas d'attrait et d'intérêt qui est peut-être unique. C'est sûr, hein, on a tous les publics qu'on peut imaginer en formation, en apprentissage. Maintenant, le point le plus important, et c'est la demande des apprentis, et souvent la question ressort, mais à quoi ça sert qu'on apprenne ça? Donc en fait, l'idée c'est que de lier la matière au métier. Voilà, notamment les mathématiques, l'histoire, etc. À partir du moment où c'est en lien avec le métier, qu'on donne un sens, en fait, c'est essayer surtout de sortir de ce cursus de l'éducation nationale qui est compliqué, que les jeunes ont compliqué. Ils sont très très écoles, les jeunes, donc il faut vraiment valoriser l'enseignement général par rapport au métier et de les féliciter quand ils réussissent, parce que souvent on les félicite jamais. Donc ça, c'est un premier pas et c'est hyper important en fait. Je voulais terminer ce tour de comptoir avec cette idée, ce qu'il y a, on le voit, certains sont chefs, sont pâtissiers, deviennent charcutiers, poissonniers, ils viennent cumuler des compétences, ils viennent additionner là aussi des savoir-faire. On sent cette richesse là comme une grande bibliothèque où la main et l'intelligence en tout cas se coagulent au profit du goût. C'est là aussi peut-être l'avenir de tous ces métiers, c'est de les additionner parce que quand on en possède un, il est plus aisé peut-être demain de finir barman ou de finir écaillé, que sais-je. La diversité justement des métiers fait sens. Effectivement, oui. Et puis plus il y a de compétences, mieux c'est. Et nous, les centres de formation, on est là pour leur montrer quelles compétences ils peuvent acquérir. Donc évidemment qu'il est important qu'ils se développent dans différentes plateformes de travail. Oui, c'est essentiel. On peut passer 10 ans chef et puis un jour faire une formation pâtissier. Oui, et puis notamment maintenant on est dans une société où on se forme tous les jours, on change de métier. Nous on est une génération où on a pratiquement le même métier depuis qu'on a commencé, mais maintenant c'est plus. Maintenant les gens se forment régulièrement, etc. Oui. Je voudrais vous laisser finir chacun votre tour, parce que là aussi on l'a vu toujours sur cette pluralité des métiers, la pertinence en tout cas de ces savoir-faire, liée aussi au langage de l'entreprise. On le voit, la loi GEC arrive, elle est là sur la notion d'environnement, le biomasse, va falloir le gérer. On sait bien qu'il y a des restaurants, ils savent pas comment pousser les murs, mais il va falloir gérer cette gestion. Là aussi, il y a une éducation à la société, il y a une éducation, je dirais, à l'Europe, parce que inévitablement, on fait partie d'un système et les métiers de bouche sont pas, je dirais, en exclusion. Démarche hygiène, démarche sanitaire, démarche environnement. Le métier a énormément, je dirais, de contraintes supplémentaires. Oui, et puis après, l'année dernière, il y a eu un annexe au référentiel de cuisine qui a été mis en place sur l'écologie. Et le bio. Donc on évolue de plus en plus, on a de plus en plus d'entreprises qui font bien attention, etc. Même nous, les centres de formation, on fait aussi attention à tous nos déchets, etc. Donc oui, effectivement, c'est une évolution qui est constante là-dessus et les entreprises s'y adaptent au fur et à mesure. Xavier, pour le lycée Appert. Complètement. On a d'ailleurs au sein de l'éducation nationale, il y a même des labels sur lesquels les établissements se lancent, ou en tout cas, je pense au label O3D par exemple, qui met en avant tout l'aspect justement environnemental, respect de son terroir, de son environnement, des produits. Et donc c'est une démarche. Nous, on est, en tout cas au niveau lycée Nicolas Appert, on est engagé là-dessus et on sensibilise au niveau notamment des jeunes sur tous ces aspects-là, effectivement, qui vont rencontrer non seulement dans leur quotidien et dans leur entreprise, au sein de leur travail, mais en fait sur la vie de tous les jours, parce qu'on est tous, en tant que citoyens, finalement, aujourd'hui concernés par ça.
Maxime, si on considère aussi cette particularité chez Henri Mann du bar, moi je me souviens de Tom Cruise, hein, voilà, ça avait lancé là aussi plusieurs générations. Cocktail, oui, qu'en est-il aussi? On est toujours sur ces appétences de métiers augmentés, toujours aussi dans les contraintes de société et d'environnement. Alors oui, j'en parlais tout à l'heure, mais effectivement le circuit court, on en parle de plus en plus et on a la chance aujourd'hui de pouvoir effectivement dans un périmètre assez restreint trouver de nombreux produits. Donc oui, on est exactement sur les mêmes effectivement les mêmes problématiques, les mêmes réflexions sur comment diminuer son empreinte carbone, comment remplacer un jus de citron par un verre jus par exemple. On a du raisin à proximité, donc autant utiliser du jus de raisin plutôt que du jus de citron. Enfin oui, on est dans cette démarche là, et puis après aussi sur la création de nos contenus, on met tous les cours à disposition sur des plateformes numériques, il n'y a plus d'impression papier, puis après l'entreprise est là aussi pour jouer le rôle, mais effectivement on a cette responsabilité là, ouais. Arnaud, presque pour conclure, puisque comme je l'évoquais, Joël Fourny était porte de Versailles pour ce Made in France. Là, on le voit bien qu'il y a vraiment un Made in France quand même sur l'apprentissage, la diversité, la richesse en tout cas de chaque établissement. Là aussi, ces jeunes qui sortent en tout cas des centres de formation sont des jeunes en devenir, sont des jeunes qui embrassent en tout cas les problématiques de la société. Oui, alors dans l'artisanat, c'est vrai que l'apprentissage, c'est une tradition. Là où pour certains secteurs, on a l'impression qu'ils l'ont découvert il y a quelques mois. Je pense que les métiers auxquels on prépare, voilà, traditionnellement, c'est par la transmission des pairs que on a les meilleures réussites. Aujourd'hui, il y a, et tant mieux, un petit peu de lumière qui est apportée au savoir-faire, à l'excellence sur ces métiers-là, sur la transformation, sur l'intelligence de la main, qui fait que ça apporte un nouveau souffle à entretenir, parce que c'est assez fragile. On voit bien qu'on est aussi un petit peu dépendant des décisions politiques et économiques pour les entreprises. Mais voilà, profitons des bons moments sur lesquels on met en avant la transformation française pour le bien de tous. Bon, un grand merci pour votre participation matinale ici au comptoir du Mythe. Je voulais terminer avec une note un petit peu plus design, un petit peu plus, je dirais, humoristique. Je côtoie quelques vieux sages de la cuisine française qui en perdent leurs lunettes quand ils voient des vestes noires ou des vestes marron. Le blanc est-il finalement une tradition qu'il va falloir chahuter pour nos vestes de cuisiniers? Voilà, on termine sur cette petite note de couleur. Et ça fait partie des évolutions. Tous les métiers évoluent. Il faut accepter, si ça peut permettre d'apporter une autre ouverture, un autre regard de l'extérieur sur le métier. Et je pense qu'il faut l'accepter. Et tant mieux. Merci en tout cas, Arnaud, Maxime. Oui, voilà, peu importe la couleur, ce qui compte. Ce qui est important, c'est le savoir-être. Je dirais que le style. Le style ne veut pas dire qu'effectivement on sera moins bon qu'un autre. C'est une évolution. Je vois bien nous chez Henri Mann aussi, effectivement, on accepte les vestes noires, les styles un petit peu différents des codes de l'époque, mais ça n'empêche pas la compétence en tout cas. Xavier, par contre, j'étais avec Florent, côté sommellerie, on reste encore au blazer. Oui, alors ça reste encore assez classique. Effectivement, le sommelier, effectivement, se fond comme en salle beaucoup dans le décor, comme on dit. Donc effectivement, les tenues extravagantes ou bariolées, effectivement, ça, voilà, c'est pas encore d'actualité. Juste une chose, ce qui est important, je voudrais rajouter, c'est effectivement en termes de savoir-être, c'est que dans nos métiers, on se rend compte quand on rencontre des anciens élèves que, en fait, à travers leur parcours, ce qu'on leur inculque dans nos établissements en termes de savoir-être, finalement, c'est très recherché aussi dans beaucoup d'autres secteurs. Une discipline qu'on a légèrement abordée. Justement, alors la cravate côté salle, on évoquait le blazer du sommelier, mais il y a la cravate pour le service en salle. Alors nous, on ne fait pas de service en salle. Non, mais je parlais de manière générale. Non, mais nous, on a une couleur différente par section, donc on est très, très coloré aux apprentis d'Auteuil. Donc voilà, on va du rose à la prune. Voilà. Et les jeunes adorent en fait. Adore sortir un petit peu. Et puis, voilà, on a une mode, on a un très bon fournisseur sur Nantes. Bon, un grand merci pour vos regards éclairés. On se dit à un prochain comptoir du Mine. Merci à vous. Merci.